grand direct avec Jean-Charles Banou. Alors soyons clairs, évidemment, si les premiers résultats attendus ce soir en heure israélienne donnent une majorité républicaine au Congrès, c'est avant tout évident pour des questions de politique intérieure qu'Obama devrait être sanctionné ce soir. Mais tout de même, le manque de leadership évoqué à plusieurs reprises des États-Unis dans des crises comme celle de la Syrie peuvent également peser dans la balance. C'est en tout cas une des questions qu'on va se poser avec vous. Messieurs Emmanuel Navon, à votre avis, est-ce que justement si les républicains ce soir l'emportent, est-ce que ça signifie justement aussi qu'une partie de ce mécontentement vient de la politique étrangère américaine ou pas? Je pense que oui. En général, les élections américaines se décident essentiellement sur les sujets de politique interne. Ceci dit, lorsqu'il y a des gros déboires pour la politique étrangère américaine, cela influence également le vote des Américains, et il y a eu de très gros déboires, des humiliations pour la politique américaine, ce qui rappelle un peu aussi ce qu'avait fait perdre Jimmy Carter en 1979 face à Ronald Reagan, à cause de l'humiliation en Iran et en Afghanistan. Il y a là quand même, après le manque de leadership que vous avez rappelé d'Obama en Syrie, il y a 1 an et demi, et puis maintenant la tentative américaine qui pour l'instant ne porte pas ses fruits d'essayer d'endiguer l'avance de l'État islamique en Irak et bien entendu le dossier iranien dans lequel on a l'impression que ce sont les États-Unis qui courent après l'Iran pour arriver à un accord. Tout cela, les Américains, même s'ils sont avant tout préoccupés par les questions internes et économiques, se sentent humiliés, en tout cas se posent des questions sur la politique du président Obama, la politique étrangère du président Obama, et il semble qu'il en paiera les conséquences dans le vote qui se tient aujourd'hui. La Constitution américaine donne des pouvoirs assez larges finalement au président américain. Ça ne l'empêchera peut-être pas de gouverner, de plus avoir la majorité, en tout cas pour l'étranger. C'est un sujet qui donne lieu à de nombreux débats et de nombreux conflits aux États-Unis, les questions constitutionnelles, quelles sont exactement les prérogatives du président et du Congrès en termes de politique étrangère. Il y a des questions qui sont tranchées sur la déclaration de guerre, par exemple, qui appartient au Congrès, et il y a des questions qui restent très, très floues et qui finalement étaient décidées au cours du temps par une espèce de tradition de gouvernement aux États-Unis. Cela signifie quoi concrètement? Cela signifie qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels le président pourra décider seul. Mais d'abord, cela va dépendre beaucoup de quelle majorité. Est-ce que les républicains vont avoir une majorité importante ou réduite? Il est clair que le président des États-Unis ne pourra plus mener sa politique étrangère comme avant le 4 novembre. Beaucoup parlent d'un remplacement de son secrétaire d'État et de même de son secrétaire de la Défense, Chuck Hagel. Et donc là, effectivement, il y aurait un changement. Il y aurait un changement de politique étrangère sous la pression du Congrès. Je vous rappelle que les républicains sont extrêmement critiques, c'est vrai, des politiques internes d'Obama, en particulier sa politique de réforme du système social, de sécurité sociale, mais surtout sur sa politique étrangère. Et c'est là que les républicains l'attendent au tournant, c'est là que les républicains vont insister pour qu'il change sa politique, pour qu'il change son ministre des Affaires étrangères et son ministre de la Défense. Et donc je pense que là, on peut effectivement s'attendre à un changement. Ouais. Donc si les républicains l'emportent, cela peut modifier ou pas la politique américaine vis-à-vis d'Israël ou des Palestiniens? Il y a 2 scénarios possibles. Soit Obama, étant donné qu'il n'aura plus que 2 ans et qu'il sera minoritaire, ne se sentira plus obligé vis-à-vis du vote juif. C'est une théorie qui dit que finalement là il va se relâcher. L'autre théorie dit qu'au contraire, puisque justement les démocrates et les républicains vont devoir maintenant se préparer aux élections présidentielles et sénatoriales dans les 2 ans, là au contraire ils vont devoir se préparer aux prochaines élections. Donc ces 2 possibilités existent, mais en fin de compte, sur la question de fond, qui est ce projet de l'OLP de soumettre au Conseil de sécurité au mois de janvier, lorsque la composition du Conseil leur sera plus favorable, un projet de résolution exigeant un retrait israélien aux lignes d'armistice de 1949. Votre journaliste Léa Berdugo a parlé d'occupation, ni les Américains ni les Israéliens parlent d'occupation, mais en tout cas un retrait israélien aux lignes d'armistice de 1949. Il parle de territoires disputés en général, ça dépend effectivement qui dans l'administration américaine. En tout cas, lorsque Madeleine Albright était secrétaire d'État, elle avait dit clairement qu'il ne s'agit pas de territoires occupés mais de territoires contestés. Je ferme la parenthèse. En tout cas, il y a déjà une résolution au Conseil de sécurité qui a été votée en 1967, en novembre 67, c'est la résolution 242 qui est toujours d'actualité. La question est de savoir pourquoi la changer. La résolution 242 dit déjà quels doivent être les termes d'un accord de paix, un retrait israélien dont la profondeur doit être négociée, sujet à négociation, des frontières israéliennes sûres, reconnues et défendables, et une véritable paix dans la région, et une solution, je vous rappelle, c'est aussi dans la résolution 242,
au problème des réfugiés, pas seulement des réfugiés arabes, mais également des réfugiés juifs de 1948. Donc, aucune raison de changer cela. Pourquoi est-ce que cette résolution vis-à-vis des Palestiniens, elle a été appliquée, je vous rappelle, vis-à-vis de l'Égypte, entre Israël et l'Égypte. Elle a été appliquée entre Israël et la Jordanie. Elle n'a toujours pas été appliquée entre Israël et les Palestiniens, en dépit de 20 années de négociations. En particulier parce que l'OLP a toujours refusé de transiger sur le soi-disant droit au retour. Donc maintenant venir et dire il faut une autre résolution, cela n'est pas du tout. Dans le précédent jordanien et égyptien, il n'y avait pas des corrections territoriales aussi importantes comme l'exige le gouvernement israélien du côté palestinien. Les corrections territoriales face à l'Égypte sont minimales et face aux Jordaniens, il y avait tout le territoire jordanien était retourné aux Jordaniens avec une possibilité de louer de la part du gouvernement israélien une partie de ce territoire. Avec une grosse différence, c'est que avant la guerre de séjour, il y avait une frontière internationale entre Israël et l'Égypte. Il y avait une frontière partielle entre Israël et la Jordanie. Il n'y a jamais eu de frontière internationale entre Israël et un État palestinien qui n'a jamais existé dans le passé. C'était des lignes d'armistice entre Israël et la Jordanie. C'est pourquoi la résolution 242 parle... Tout le monde sait où était l'armée israélienne à la veille de mai 67 et où il est devenu au lendemain du 7 juin. Mais ça n'était pas une frontière internationale et c'est la raison pour laquelle la résolution 242 dit bien que les frontières devront être négociées. C'est un sujet à négociation. On ne peut pas changer la résolution 242 et en faire a posteriori une frontière internationale qui n'a jamais existé dans le passé. La question des frontières est un sujet qui doit être négocié. Comme vous l'avez dit, c'est vrai, vis-à-vis de l'Égypte, il n'y a pas eu de gros changements parce qu'il y avait effectivement une frontière internationale. Entre Israël et la Jordanie, il n'y avait pas de frontière internationale. Il y avait une ligne d'armistice temporaire définie comme telle dans les accords de Rhodes de 1949. C'est là une très grosse différence. Les républicains peuvent-ils augmenter la présence militaire des Américains dans cette région? En général, dans la campagne actuelle, les sénateurs, les candidats républicains ont en général pas appelé à mettre des bottes sur le terrain parce que c'est quelque chose qui n'est pas très populaire aux États-Unis. Ceci dit, là où je vois un changement, d'abord c'est vrai qu'il y a un problème avec la politique de l'actuelle administration contre l'État islamique d'Irak parce que les bombardements aériens jusqu'à présent, effectivement avec le soutien de pays comme le Canada, la Grande-Bretagne et la France, n'atteignent pas leurs objectifs. L'État islamique continue de progresser. On voit que la Turquie ne collabore pas vraiment, une politique plus que ambiguë, et par conséquent, il faut bien reconnaître que pour l'instant, cette politique ne marche pas. Est-ce que cela signifie que les républicains, d'abord, ils ne pourront pas non plus imposer au président Obama d'envoyer des troupes sur le terrain. En revanche, là où ils pourront influencer effectivement sur le président Obama, c'est sur le dossier iranien. Là, oui, là, je pense qu'on peut s'attendre à un changement, et en plus, on s'approche dans 3 semaines à la deadline, à la date butoir d'un accord. Et je pense que si l'accord est considéré comme inacceptable par les républicains, on peut s'attendre effectivement à une confrontation entre le pouvoir législatif et exécutif sur cette question. D'abord parce qu'il faudra qu'un tel accord soit approuvé par le Congrès. Et si cet accord n'est pas approuvé, alors il n'y aura pas d'accord. Le président, le pouvoir exécutif a le pouvoir de négocier, mais il doit être approuvé ensuite par les 2 chambres. Donc c'est plus sur le dossier iranien qu'on peut s'attendre, à mon sens, à un changement. Est-ce qu'à votre avis, une autre personnalité peut aussi modifier, pourquoi pas, déjà les rapports qui peuvent exister entre Israéliens et Américains? Est-ce qu'un autre secrétaire d'État pourrait y parvenir? Vous savez, c'est vrai que les rapports personnels ont une influence, mais encore une fois, il ne faut pas exagérer et remettre les choses dans leurs proportions. Les tensions étaient, à mon avis, encore pires à l'époque de Jimmy Carter et de Menachem Begin. Elles étaient, vous savez, aujourd'hui on a marqué le 19e anniversaire de l'assassinat de Yitzhak Rabin. Lorsqu'il était Premier ministre pour la première fois entre 1974 et 1977, il y avait une crise diplomatique très grave entre les États-Unis et Israël en 1975. Les États-Unis ont basiquement forcé Israël de se retirer d'à peu près 20% de la péninsule du Sinaï. C'était le 2e accord de cessez-le-feu avec l'Égypte. Et au début, Rabin avait refusé. Et le président Gerald Ford, à l'époque, qui avait remplacé Nixon après le scandale du Watergate, avait parlé d'une reassessment, de faire un recalcul, un changement profond de la relation avec Israël. Il y avait une véritable crise diplomatique. Donc souvent on oublie un peu l'histoire, on oublie de mettre les choses en perspective. Oui, il y a un désaccord, on le sait, sur le dossier iranien. Vous avez parlé de la position dure de Netanyahou, on pourrait parler aussi de la position molle de Obama. Il y a un désaccord entre les deux. C'est très clair. Les États-Unis sont prêts à accepter un Iran au seuil nucléaire et Israël n'est pas prêt à cela. Sur la question du conflit israélo-palestinien, on a entendu effectivement à plusieurs reprises John Kerry
blâmer Israël plus que l'autorité palestinienne pour l'échec des négociations, alors qu'on a très bien vu comment est-ce que Abou Mazen a refusé de faire tout compromis sur la question des réfugiés de Jérusalem, des frontières, etc. Mais Kerry ne voit de faute que dans Israël. Il a cessé de menacer, entre guillemets, Israël des conséquences de l'absence d'un accord de paix, mais n'a jamais menacé Mahmoud Abbas, n'a jamais trouvé bon à répondre à ces déclarations enflammées ces dernières semaines. Donc là, effectivement, il y a un désaccord qui, à mon sens, contrairement à ce que disent beaucoup de commentateurs israéliens, provient avant tout de la position Obama-Kerry sur le dossier palestinien et sur le dossier iranien. Ce n'est pas parce qu'il y a un désaccord légitime que Israël doit abandonner ses intérêts fondamentaux. Est-ce qu'on a coutume de dire finalement qu'Israël, c'est peut-être une rumeur, vous allez nous dire votre avis là-dessus, mais préférerait finalement les républicains, a toujours préféré les républicains aux États-Unis? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est quelque chose de continu ou pas dans l'histoire? Non, c'est faux, c'est complètement faux. C'est récent que les républicains soient plus du côté d'Israël que les démocrates. Dans le passé, c'était le contraire. Je rappelle que dans les années 50 et 60, sous l'administration républicaine de Dwight Eisenhower, la politique américaine était ouvertement pro-arabe. Et c'est uniquement avec l'administration Kennedy en 1961 que l'Amérique a recentré sa politique. Et surtout Johnson, ça a commencé avec Kennedy. C'est vrai que c'est ensuite sous Johnson qu'une alliance a commencé à se former uniquement au milieu des années 60. Et donc c'est plutôt, je dirais, à partir des années de Jimmy Carter et de Ronald Reagan que la tendance s'est inversée. La tendance s'est inversée avec un parti démocrate plus tiers-mondiste et un parti républicain plus conservateur, en particulier dans le contexte de la guerre froide. Donc c'est nouveau, ces relations entre les républicains et Israël. Nouveau relativement, bien entendu. Eh ben, on verra.